Bonjour et bienvenue à tous, à cette séance de sensibilisation en couverture aux opérations SimOps. Cependant, nous vous invitons tous, de bien vouloir mettre vos téléphones soit en mode avion, ou de bien vouloir les éteindre. L'objectif du présent module de sensibilisation SimOps est de mettre à votre disposition le maximum d'informations en couverture aux opérations et activités réalisées conjointement. Aussi, qu'aux dangers et risques que ces dernières peuvent générer. À l'issue de cette sensibilisation modulaire, vous serez capable de définir le SimOps, comprendre la terminologie associée au SimOps, situer une activité dans un contexte SimOps, comprendre et interpréter la matrice de décision SimOps, comprendre et interpréter le manuel des opérations permises ou manuel MOPO, comprendre la logique des incohérences résultant des opérations SimOps, mettre en pratique les principes SimOps, identifier les rôles et responsabilités des principales ressources affectées au SimOps. Sur certains sites opérationnels de Eni Congo, de nombreuses activités différentes les unes des autres y sont effectuées chaque jour. Qu'il s'agisse d'une opération de forage ou d'un projet de construction, la particularité de ces opérations est qu'elles vont se réaliser, au même moment, et très souvent dans une même zone définie, voire à proximité. Il s'agit dans ces cas, de SimOps, ou Simultaneous Operation. Ces dernières sont donc définies comme un ensemble de deux ou de plusieurs macro-activités différentes, réalisées dans une zone définie par des organisations différentes ou groupes fonctionnels, ou encore, sous différents systèmes de gestion lesquels, à cause de leur proximité, ou en présence d'autres facteurs critiques, pourraient réagir réciproquement l'un sur l'autre de façon défavorable. Le déroulement des opérations SimOps sur le terrain, si bien que des mesures préventives pourraient avoir été prises lors de leur planification, demeure sensible au vu de la complexité des unes et des autres. Suivant le cas de figure présenté ci-contre, de nouveaux risques sont générés par la superposition des opérations et activités. Considérant les opérations en couverture au projet LNG, projet s'étant déroulé en grande partie sur le site de Litchandjili onshore. On peut souligner une certaine simultanéité entre certaines activités compte tenu du fait que, ces dernières, se réalisaient pendant que le site était en production. Aussi, ces opérations se déroulaient à proximité les unes des autres. Un autre fait marquant, lors de l'installation de la ligne de 24 pouces, une partie de cette dernière devait passer à l'intérieur même du site, avant d'être orientée vers l'OPT. Cette disposition plaçait une partie de cette opération dans un contexte de SimOps. Cependant, en prenant le cas des activités liées à la construction de l'OPT qui est l'usine de pré-traitement de gaz liquéfié, construite à moins de 500 mètres du site de production de Litchandjili. Du fait que les dites opérations de construction y relatives n'interagissaient pas avec celles du site, à cause de leur autonomie opérationnelle, et qu'aucun aspect impactant ces dernières ne fut établi, on pouvait en conclure qu'il ne s'agissait pas d'un cas SimOps. Ce dernier, le SimOps, sens illimité, va dépendre de trois principaux facteurs. La simultanéité, la proximité, ainsi que l'hétérogénéité des opérations à réaliser. Dans la compréhension de la terminologie associée au SimOps, deux mots vont inéluctablement retenir notre attention, il s'agit entre autres des mots opération et activité. Le terme opération désigne une action organisée de façon méthodique, en vue d'obtenir un résultat déterminé. Ce dernier, précédé du mot macro, traduit quelque chose de très grand, ou qui est lié à des choses de grande taille ou de grande portée. Par contre, le terme activité désigne des actions coordonnées. Précédé du mot micro, ce dernier va décrire quelque chose de très petit, ou lié à des choses de petite taille, ou de petite portée. Suivant le contexte SimOps, le terme macro-activité est utilisé aux fins de désigner des opérations de grande envergure. Une intervention au niveau des puits, ou well operation est à considérer dans ce cas, à titre d'exemple. Le terme micro-activité quant à lui, va identifier des petites activités découlant de la réalisation des macro-activités. Pour cela, nous citerons à titre d'exemple, une activité de peinture. Parmi les opérations dites de grande envergure décrites en macro-activité, nous pouvons citer la macro-activité de drilling, la macro-activité de completion, la macro-activité de workover, la macro-activité de rigless.
Considérant une autre macro-activité de construction lourde, cette dernière va aussi à son tour générer des micro-activités au fur et à mesure de son exécution. Cependant, de la réalisation simultanée des deux macro-activités, au même endroit, peut résulter une incohérence pouvant aboutir soit à des restrictions, à une non-application, ou encore à une interdiction. Afin de garantir l'exécution des opérations SimOps de manière sûre et efficace et ce, en toute sécurité, il est impératif que les activités associées soient planifiées de manière adéquate, que les dangers et risques associés soient entièrement analysés, qu'une organisation opérationnelle ait été au préalable mise en place avec l'intéressement du personnel du site concerné. Aussi, l'exécution sur le terrain des dites opérations devrait en occurrence et au préalable, considérer les orientations de la production ou de la maintenance par rapport au scénario SimOps afférent. Cependant, un processus de planification opérationnelle devrait être mis en place impliquant tous les acteurs concernés, à savoir le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, les sous-traitants, ainsi que l'instance de pilotage du projet ou des opérations. Le dit processus de planification aura pour rôle et responsabilité d'organiser les opérations à réaliser par la mise en place d'un plan opérationnel SimOps, d'identifier les opérations à réaliser par la mise en place de la matrice de décision SimOps, d'identifier les dangers et risques associés au SimOps par la mise en place d'un manuel MOPO. Chaque scénario SimOps dépendra d'une organisation selon la macro-activité associée au processus opérationnel y relatif. La phase préparatoire consiste en la rédaction par le service SimOps du plan opérationnel SimOps, lequel donnera l'orientation opérationnelle à mettre en exergue pour la couverture des aspects HSE, par rapport au contexte SimOps concerné. La préparation sur le terrain des dites opérations SimOps passe par une visite pré-SimOps, au cours de laquelle la coordination SimOps HSE passera en revue avec le support du site opérationnel dédié, au travers d'une checklist spécifique, l'ensemble des éléments critiques de sécurité. Le plan opérationnel SimOps doit faire référence aux procédures et bonnes pratiques du groupe Eni Congo, afin d'assurer l'exécution des opérations simultanées, en toute sécurité. Le plan opérationnel SimOps doit être vérifié et approuvé par les différents chefs de service, les différents chefs de département, les chefs de division concernés et autorisés par l'entité DIOP, et par le DID, quand c'est requis. Le sommaire de ce dernier devra au moins contenir les rubriques obligatoires présentées ci-dessous. L'ensemble des documents applicables. La description des activités. Le résumé des travaux. Les dessins et planimétries. Les différents scénarios SimOps. La liste des équipements. Les zones d'exclusion et de restriction. Le résumé des contraintes SimOps. L'organigramme des positions clés. Les rôles et responsabilités des positions clés. Les résumés des principaux risques. La logique pilleur. Les systèmes de gestion mis en place. La présentation des stratégies d'atténuation des risques. La période temporelle associée à chaque opération SimOps. Le système de communication. Les rôles d'urgence avec description des compétences. La formation du personnel. Ainsi que le manuel MOPO. Dans la maîtrise des risques associés au SimOps, il est primordial de renseigner au préalable le manuel MOPO. En effet, il s'agit d'un manuel des opérations permises, lequel doit être préparé comme résultat de l'analyse des risques. Ce dernier a pour but d'identifier les opérations qui peuvent être conduites simultanément. Son objectif étant d'optimiser le programme des activités, en réduisant tant que possible la simultanéité de ces dernières. En particulier, le MOPO doit aussi étudier les restrictions et les recommandations à mettre en place. Le dit document se remplira suivant les dispositions ci-après. Les micro-activités en croisement vont être inscrites respectivement dans les cases A et B. L'ensemble des dangers identifiés et associés aux deux micro-activités seront inscrites dans la case C. L'ensemble des causes identifiées pouvant conduire à l'apparition de ces derniers seront inscrites dans la case D. Les indices d'appréciation, lesquels seront associés à chaque entité lors de l'évaluation des risques, à savoir le niveau d'impact sur l'homme, sur les installations, sur l'environnement, ainsi que sur l'image de marque de l'organisme, sont inscrites dans la case E. Les mesures de mitigation à observer afin de prévenir toute éventualité résultant des potentiels dangers associés aux différentes causes observées, dans le cadre du déroulement des activités en toute sécurité, seront inscrites dans la case F.
la matrice d'interprétation de l'évaluation des risques et dangers identifiés, permettant l'appréciation de ces derniers, est située dans la section H. Chaque jour, avant de commencer les opérations simultanées sur l'installation, le document d'interface des SIMOPS doit être élaboré au préalable, afin de fournir une synthèse des travaux spécifiques, identifiés, par chaque partie impliquée dans les SIMOPS. Ce document doit être produit quotidiennement, pour évaluer, au cas par cas, la possibilité de conduire les opérations simultanées, ainsi que les restrictions qu'il faille appliquer, en conformité avec la matrice de décision SIMOPS et celle du manuel des opérations permises. Le dit document comprendra les éléments présentés dans la rubrique obligatoire ci-après. Une description de toutes les opérations à réaliser, en précisant le lieu, ainsi que celle de la date d'intervention. Les noms d'entreprise et le nombre de leur personnel impliqués dans les SIMOPS. Les permis de travail associés à chaque activité. L'évaluation des risques associés aux SIMOPS ainsi que les mesures à prendre, dans l'optique de réduire les risques pendant la mise en œuvre des SIMOPS, et garantir la sécurité des travaux. La liste nominative de l'équipe d'urgence avec leur rôle et responsabilité. Il est de la responsabilité seule du SOA de renseigner le document d'interface SIMOPS. Chaque ressource présente sur un site au sein duquel s'opèrent des SIMOPS devrait en l'occurrence être en mesure de connaître avec exactitude son rôle et l'ensemble de ses prérogatives assignées. Cependant, 3 positions de par leurs implications vont fortement impacter le déroulement des activités. Il s'agit entre autres du SOA. Ce dernier incarne l'autorité des opérations simultanées, il a la responsabilité totale de la conduite des opérations à exécuter sur le site. Pendant l'exécution du SIMOPS, il devrait être présent, à tout moment, sur l'installation, pour les activités onshore et offshore. Il doit formellement être nommé par l'entité DIOP, avant de commencer le SIMOPS, et ce, à travers une nomination officielle, suivant le module de nomination SOA. Ce rôle est souvent endossé par le chef de site. L'HSE SOA. Il agit comme une ressource pour le SOA, en fournissant des recommandations sur toutes les questions HSE, qui pourraient se poser pendant le SIMOPS, et en assurant la supervision HSE des travaux sur site. Le représentant de la compagnie de service. Il est la personne désignée pour s'assurer que toutes les opérations, et les activités sous sa responsabilité, soient effectuées, de manière efficace et en toute sécurité. Suivant le contexte dans lequel s'inscrit le scénario SIMOPS, rig de forage ou site de production, d'autres positions vont aussi impacter le déroulement des dites opérations. Il s'agit entre autres des positions de superviseur des opérations de puits ou compagnieman, coordinateur des opérations de puits, représentant de production en maintenance. Personnel des installations de production, représentant de la construction, responsable appareil de forage, OIM, ou superintendant rig. Afin de situer une activité ou micro-activité dans un contexte SIMOPS, imaginons un espace de travail en forme circulaire, représentant notre contexte. Considérons par la suite 2 macro-activités, une de construction et une autre de production. L'exécution de chacune d'entre elles va générer des micro-activités au sein de ce dernier. Au fur et à mesure de l'exécution de chaque micro-activité va s'ensuivre une dégénérescence des conditions opérationnelles, par rapport à la nature propre de chaque macro et micro s'y exécutant, en impactant le dit espace de travail, ou contexte. Ainsi, les conditions opérationnelles générées par chaque micro ou macro-activité que nous identifierons par le terme COSI, vont nous permettre de situer chaque élément au sein du contexte, afin d'évaluer son niveau de compatibilité avec le reste des éléments, de constater sa maturité, d'identifier avec exactitude les mesures d'atténuation adéquates tout en limitant leur impact les uns sur les autres. La matrice de décision SIMOPS. Il s'agit d'un outil permettant de faciliter la prise de décision pendant la planification des opérations SIMOPS. Elle est préparée pour chaque activité SIMOPS. Son but est d'indiquer les activités qui peuvent être exécutées au même moment, avec ou sans restriction. Aussi, la matrice SIMOPS va nous permettre de situer l'ensemble des activités s'opérant dans le cadre d'un projet, ou d'une opération de forage dans un contexte simultané. Elle nous permet aussi de mesurer le niveau de cohérence en termes de faisabilité, au travers des macro-activités, présentées dans chacune des axes A et B.
À titre d'exemple, sa consultation nous indique que l'installation de la XME3 ne serait pas permise au même moment que la manipulation des charges lourdes supérieures à 20 tonnes, suivant l'indice de mesure de compatibilité s'y rapportant, à savoir la lettre N. Considérant deux axes dont l'un horizontal et l'autre vertical. Ces derniers vont se joindre au point E. Au niveau de chaque axe se trouvent des macroactivités, et chaque catégorie de macroactivités couvre un ensemble de microactivités. La réalisation de ces microactivités suivant leurs catégories respectives dépendra du point de jonction, symbolisant leur niveau de compatibilité, en termes de faisabilité, par rapport à l'indice s'y rapportant. Le sens de lecture de la matrice de décision SIMOPS se fera du haut vers le bas, suivant le type d'indice associé à chaque jonction. Le tableau contenant la légende va nous permettre d'interpréter l'indice associé à chaque jonction, afin d'évaluer le niveau de cohérence, résultant du croisement de deux opérations et activités. Chaque lettre associée à une jonction introduit un contexte bien spécifique, lequel influencera le déroulement des activités et opérations ainsi. La lettre O signifie que l'opération ou l'activité est autorisée, la lettre R signifie que l'opération ou l'activité est autorisée mais avec des recommandations ou des restrictions. La lettre N signifie que l'opération ou l'activité n'est pas autorisée, les lettres N et 1 signifie que l'opération ou l'activité est autorisée si elle est réalisée pour effectuer un contrôle du puits, les lettres N et 2 signifient que l'opération ou l'activité n'est pas autorisée si cette dernière est réalisée au cours d'un workover hydraulique, les lettres N et A signifient que l'opération ou l'activité n'est pas applicable. Le site où se déroulera le SIMOPS procédera à un contrôle obligatoire des éléments critiques de sécurité, dont la finalité est de déclarer les installations convenables et préparées pour le travail à réaliser. Il s'agit entre autres des tests et dispositions listés ci-dessous. Le test PAGA. L'exercice d'abandon. Le test de panique. Le test de gestion de crise et flux de communication. Une fois l'ensemble des contrôles de sécurité des éléments critiques réalisés, et s'il en découle qu'ils satisfassent aux attentes relatives, une autorisation de lancement des activités appelée Green Light est délivrée par l'autorité compétente. En considérant plusieurs opérations, s'effectuant dans un même environnement, et que soient réalisées toutes à proximité de ces dernières, d'autres opérations. Les unes vont réagir sur les autres défavorablement, en introduisant des nouveaux risques et dangers. Les éléments au préalable qui seront immédiatement impactés en sont l'environnement, avec l'apparition de nouveaux dangers et risques, les ressources humaines. Les personnes intervenant sur chaque opération vont s'exposer à des nouveaux dangers et risques générés par l'exécution approximative d'autres opérations. Ainsi, l'organisation générale devrait en l'occurrence intégrer dans sa planification les dangers et risques générés par l'ensemble des activités, lesquelles vont introduire des nouvelles conditions opérationnelles au sein d'autres opérations, susceptibles d'impacter le bon déroulement de ces dernières. Cas pratique de gestion des incohérences résultant des SIMOPS. L'aspect opérationnel relatif à l'opération de soudure présenté ci-contre, au départ a pour seul danger la soudure elle-même. Les principaux risques identifiés seraient par rapport à cette opération de soudure: l'électrocution, l'électrisation, le risque de court-circuit, le risque de départ de feu, le risque de choc électrique, ainsi que le risque de rayonnement. Cependant, en considérant une seconde opération qu'est le forage, s'opérant dans le même environnement opérationnel que celle de soudure. Seulement, l'opération de soudure devrait considérer les nouveaux dangers et risques introduits par l'activité de forage s'opérant tout à proximité. Car celle-ci va introduire un contexte opérationnel dans lequel il faudra considérer le risque de blowout, dû à la création potentielle d'atmosphères explosives, liée à l'opération de forage. Les équipes concernées par un SIMOPS devraient en l'occurrence se soumettre à un ensemble de mises au point de dernière minute, que nous identifierons par l'analyse PCD Cisco. Le dit mise au point consisterait à repasser en revue l'ensemble des activités dont vous êtes en charge avec l'ensemble de vos équipes. Communiquer à l'ensemble de vos équipes concernées par les dites activités, les risques associés ainsi que les barrières de sécurité mises en place.
Délimiter la zone concernée par l'ensemble de vos activités et en tenir informé vos équipes. Informer et tenir informé vos équipes des activités se déroulant à proximité ainsi que de leurs impacts sur les vôtres. Sensibiliser vos collaborateurs sur le thème de la vigilance partagée avant le début des activités SimOps. Passer en revue le système de permis de travail en couverture à l'ensemble de vos activités, et s'assurer de la prise en compte de la proximité avec d'autres activités opérationnelles. Organiser et participer aux réunions SimOps afin de prévenir des risques potentiels susceptibles d'impacter le déroulement des activités. Au vu de la complexité liée à la réalisation des activités SimOps, il sied de rappeler que, s'il existe un autre moyen de réaliser ces activités, au mieux l'on devrait éviter le contexte SimOps. Cependant, qu'il s'agisse d'un contexte lié aux opérations dans le cadre d'un projet ou d'une opération de forage, les dispositions ci-contre devraient être observées, afin de garantir un niveau de sécurité optimal. Nous identifierons les dites dispositions comme étant les 8 principes SimOps. Principe 1. Se rassurer que l'alternative de minimiser ou d'éviter les opérations simultanées ait été envisagée au préalable. Principe 2. Identifier les risques associés aux opérations SimOps, ainsi que les mesures de contrôle avant le début de chaque opération y relative. Principe 3. Veiller à ce que le système de permis de travail en place soit dirigé par une seule autorité, afin d'en garantir l'efficacité. Principe 4. S'assurer que les chefs d'équipe mobilisés sont compétents au travers d'un Safety Competence Assessment, et qu'ils sont les mêmes identifiés pour la couverture des activités SimOps. Qu'il leur a été attribué à chacun des rôles et des responsabilités claires, acquises au travers de la fiche de nomination en qualité de chef d'équipe. Principe 5. Veiller à ce que les processus de coordination et de communication mis en place en couverture aux opérations SimOps, entre les parties concernées soient efficaces, telles que les réunions d'interface ainsi que les discussions HSE. Principe 6. Veiller à ce que les différents plans isométriques et planimétriques soient disponibles pour les activités à venir, identifiant les domaines et les systèmes affectés. Aussi, que ces derniers sont communiqués à la personne en charge de la gestion des permis de travail. Principe 7. Veiller à ce que les activités SimOps soient exécutées sur la base des dispositions relatives au plan opérationnel SimOps et du permis de travail. Cependant, si les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, les options d'annulation des activités doivent être amorcées au travers d'un Stop Work Authority. Principe 8. Veiller à ce que les activités SimOps soient communiquées auprès de l'ensemble des parties impliquées, et que le plan opérationnel SimOps soit connu de tous. Nous voilà arrivés au terme de notre sensibilisation spécifique, portée sur les opérations et activités SimOps. À titre de rappel, nous avons vu entre autres, comment définir le SimOps. À quel moment une opération peut-elle avoir un impact sur une autre? Comment décrire un environnement de travail par rapport au SimOps? De quelle manière planifie-t-on les activités SimOps? Comment interpréter la matrice de décision SimOps, ce qu'un manuel des opérations permises? Cependant, nous vous invitons, en vous appuyant sur l'ensemble d'informations mises à votre disposition, d'identifier la bonne réponse parmi celles proposées dans chaque rubrique. Question 1. Comment définissez-vous le SimOps? Le choix vous est donné entre 2 solutions, à vous d'en choisir une que vous jugez être la bonne. Question 2. En quelles circonstances, une activité peut-elle avoir un impact sur une autre? Le choix vous est donné entre 2 solutions, à vous d'en choisir une que vous jugez être la bonne. Question 3. Comment pourrait-on d'après vous expliquer un contexte SimOps? Le choix vous est donné entre 2 solutions, à vous d'en choisir une que vous jugez être la bonne. Question 4. Que entendez-vous par conditions issues du contexte SimOps? Le choix vous est donné entre 2 solutions, à vous d'en choisir une que vous jugez être la bonne. Tout en vous remerciant du temps consacré à cette présentation et en espérant dans un futur proche que vous observiez l'ensemble d'informations mises à votre disposition au travers de la présente sensibilisation préparée par l'équipe SimOps en support au forage et projet de la division HSE de Eni Congo.